Le juge rejette la demande d'un jeune garçon noir, puis réalise qu'il connaît la loi mieux que lui. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience 14B s'ouvrirent en grinçant lorsqu'Avery Brooks, 17 ans, entra, les poignets menottés et le regard fixe. Le cliquetis froid du métal résonna dans la salle, se mêlant au faible murmure des spectateurs. Il avançait lentement, les épaules droites, non par arrogance, mais par détermination. Vêtu d'une combinaison beige oversize et de baskets autrefois blanches, il marchait avec une dignité qui semblait gravée dans l'Antiquité. Une leçon apprise non pas dans les livres, mais dans les blessures. Sa présence imposait le silence, et même le murmure habituel de la galerie se fit discret à son passage. Les journalistes se penchèrent en avant, stylo au poing, les yeux plissés. Son nom était devenu un titre, un sujet tendance, une histoire reprise et remodelée par tous les médias à la solde de leurs partisans. Un adolescent pirate informatique pirate un serveur d'État et expose des courriels de la police, crièrent les articles, chaque ligne tentant de décoder l'énigme d'un garçon noir discret des HLM du South End qui avait réussi à déjouer la forteresse numérique de l'État. Mais aucun d'entre eux ne parvenait à concilier le portrait qu'il dressait avec le garçon qu'il voyait maintenant. Ses pommettes étaient douces, presque juvéniles, et une fine cicatrice traçait son front. Une vieille blessure, cicatrisée mais visible. Il était grand mais nerveux, plus osseux que costaud, et son maintien n'était ni tapageur ni rebelle, mais profondément posé. Pourtant, c'était son regard, sombre et inébranlable, qui troublait même les plus aguerris de la salle. Ce n'étaient pas les yeux d'un pirate informatique, c'étaient ceux de quelqu'un qui avait déjà enterré ses rêves, qui comprenait les conséquences, bien mieux qu'un adolescent ne devrait jamais le faire. Suite à lui, son avocat commis d'office, un homme bâillant, cravate ample, col taché d'encre et une tache de café sur la manche gauche. Il s'appelait Dalton Briggs et avait été chargé du dossier d'Avery 9 jours plus tôt. Il n'avait pas posé beaucoup de questions. Il n'avait pas consulté les journaux numériques qu'Avery l'avait supplié d'examiner. Il avait haussé les épaules lorsqu'Avery avait évoqué les journaux de chiffrement, les redirections d'adresses IP et la possibilité que certaines preuves puissent prouver la véritable intention de ses actes. Briggs avait simplement dit que le jury s'en fichait, que la salle d'audience ne parlait pas binaire. Avery avait renoncé à ses efforts après cela. Le juge Léonard Halperin présidait le tribunal tel un monarque observant sa cour. Robuste et chauve, il portait sa robe comme une armure et son sourire narquois comme un droit de naissance. Il siégeait au tribunal depuis plus de 25 ans et se targuait de ses décisions rapides et de ses lourdes peines. Pour lui, Avery n'était pas différent de cette ribambelle de jeunes en difficulté qu'il voyait chaque semaine. Des garçons noirs menottés, inculpés avant d'être entendus, étiquetés avant d'être connus, une autre statistique, un autre nom dont il ne se souviendrait plus avant le déjeuner. Le greffier appela l'affaire. Avery se tenait immobile, les épaules immobiles, le regard fixé vers l'avant. Le procureur, Martin Calloway, s'avança au premier plan. Rasé de près, poli, la mâchoire carrée et la voix taillée pour les jurés, il portait un costume bleu marine et une épingle à cravate en forme d'insigne des forces de l'ordre. Un détail qui n'échappa pas à Avery. La déclaration liminaire de Calloway était incisive, théâtrale. Il qualifia Avery de « perturbateur domestique » et il affirma qu'il mettait en danger les opérations policières en cours et la sécurité publique en infiltrant les bases de données de l'État. Il ne dit rien du contenu des dossiers divulgués, rien des images de caméras corporelles qui n'ont jamais été divulguées, rien des rapports d'arrestation falsifiés ni des notes privées qualifiant les manifestants de agitateurs urbains. Pour Calloway, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le récit, et il dépeignit Avery non pas comme un lanceur d'alerte, mais comme un adolescent amer, rancunier et doté d'un ordinateur portable. Avery resta silencieux, non pas parce qu'il n'avait rien à dire,
mais parce qu'il avait appris depuis longtemps que les mots n'avaient que peu de valeur dans une pièce où les oreilles étaient déjà bouchées. Dans son esprit, il entendit la voix de son frère, Elijah, à peine 1 an plus âgé, mort dans une cellule du comté après avoir été arrêté pour violation du couvre-feu. Parle comme si tu avais déjà gagné, même si le monde dit que tu as perdu. Ce furent les derniers mots qu'Elijah lui prononça lors de leur ultime appel. Il les portait désormais comme une armure. Enfoui au plus profond des archives, Avery a trouvé des dossiers le concernant. Un signalement émis à l'âge de 10 ans pour tendance à l'isolement. Un marqueur comportemental marqué lors d'une exclusion temporaire en CE2 pour avoir défendu un camarade. Il a trouvé des rapports qui le traquaient depuis des années à son insu. Il ne s'agissait pas seulement de surveillance, mais de profilage. Le système n'était pas seulement défaillant, il était instrumentalisé. Et quelqu'un l'avait approuvé. Il a rassemblé les fichiers, nettoyé ses métadonnées et les a transmis anonymement à une ligne d'assistance téléphonique pour journalistes. Il ne s'attendait pas aux conséquences. En quelques jours, 2 chefs de circonscription ont démissionné. Une manifestation a éclaté devant la mairie. Une circonscription a été placée sous surveillance fédérale. Mais les documents plus profonds, ceux impliquant de hauts fonctionnaires dans l'autorisation de protocoles de détention préventive, sont restés non publiés. Avery les a conservés, non pas pour faire pression, mais parce qu'il savait ce qui arrivait à ceux qui allaient trop loin. Et pourtant, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont accusé d'infraction à la loi sur la fraude et les abus informatiques. Il a été extrait de sa chambre à 3 heures du matin, traîné dehors devant sa grand-mère, qui, une croix à la main, s'est écrié qu'il n'avait même pas terminé le lycée. Ses ordinateurs ont été saisis, ses comptes en ligne effacés. Ils l'ont présenté comme un cybercriminel, mais n'ont jamais mentionné ce qu'il avait découvert. Aucun média n'a parlé de l'algorithme de préfiltrage racial. Aucun présentateur n'a demandé pourquoi un mineur était poursuivi en vertu des lois de sécurité nationale pour espionnage. Personne n'a remarqué les 3 voitures banalisées garées devant son audience de mise en accusation, et ils étaient de retour aujourd'hui, assis dehors en silence. Berlines noires officielles, vitres teintées, leurs occupants regardant en temps réel les images des caméras de sécurité du tribunal. Ils n'étaient pas là pour garantir la justice. Ils étaient là pour s'assurer que cela n'aille pas trop loin, que le garçon ne dise rien qui puisse faire tomber plus qu'un commissariat, que les noms de leurs supérieurs restent enfouis. Dans la salle d'audience, le juge Halperin a parcouru les documents avec un désintérêt théâtral. Il interrompit l'avocat d'Avery par des objections paresseuses soutenues avant même qu'elles ne soient terminées. Calloway marchait comme un homme qui répète un spectacle. Pendant ce temps, Avery regardait droit devant lui, comptant les secondes entre chaque respiration. Il n'avait pas besoin d'un avocat. Il avait besoin de quelqu'un qu'il croit. Mais tous ceux qu'il avait refaits étaient soit partis, payés, soit réduits au silence. La galerie restait bondée. Certains étaient là pour le scandale, d'autres pour le spectacle. Quelques-uns, très peu, par sincère soutien. Au fond, était assis un homme d'un certain âge, vêtu d'un manteau anthracite, les yeux fixés non pas sur Avery, mais sur le juge. Il n'avait pas bougé une seule fois. Il ne parlait pas, mais Avery le remarqua. Une présence qui lui semblait familière, et peut-être plus importante qu'il ne le pensait. La procédure s'éternisa. Calloway présenta des captures d'écran truquées, suggérant qu'Avery avait tenté de perturber le réseau de communication de l'État. Briggs souleva une objection molle. Rejeté. Avery se mordit la langue, la mâchoire serrée, le cœur battant non pas de peur, mais de fureur. Chaque mensonge présenté au tribunal avait une contre-épreuve numérique, stockée sur un disque dur crypté, enfermé dans un casier derrière un gymnase du South End. Mais personne ne se souciait de la vérité, ni ici, ni maintenant. Avery savait que ce n'était pas un procès, c'était un avertissement, pas seulement pour lui, mais pour tous les jeunes qui pourraient rêver de défier le système avec des renseignements plutôt que des pancartes. Il avait touché quelque chose de sacré. Il avait mis à nu un mécanisme conçu non pas pour protéger, mais pour prédire, confiner et contrôler.
Et lorsque le juge a annoncé la suspension d'audience, frappant son marteau avec une irrévocabilité ennuyée, le silence qui a suivi n'appartenait pas à la salle d'audience. Il appartenait à la tempête qui commençait à se former dehors, car la vérité avait déjà été murmurée dans les recoins sombres, et bientôt elle ne serait plus contenue. 2 semaines auparavant, Avery était dans sa chambre lorsque le monde a basculé sous ses pieds. Il était un peu plus de minuit. Le bourdonnement de son ordinateur sur mesure murmurait dans le silence, des LED bleus projetant des ombres sur des affiches de militants des droits civiques, de révolutionnaires et des lignes abstraites qui dansaient sur ses murs. Il était en train de déboguer un script neuronal lorsque son téléphone a vibré. Un simple message de Miguel. « J'ai déposé quelque chose dans ta haie. » Avery avait enfilé son sweat à capuche, s'était glissé par la porte latérale de la maison mitoyenne de sa grand-mère et avait couru jusqu'à la boîte aux lettres rouillées. À l'intérieur se trouvait une enveloppe banale, épaisse, usée sur les bords, comme si elle avait été manipulée trop souvent. À l'intérieur, une clé USB noire sur laquelle était inscrit un seul mot à l'encre rouge. Sear, lettres inclinées. Pas d'adresse de retour, pas d'autre message, juste ça. De retour à l'intérieur, les mains qui ne se rendaient pas encore compte qu'elles tremblaient. Avery inséra la clé dans une machine virtuelle isolée qu'il conservait pour tester les données corrompues. Au début, rien ne se passa. Le répertoire était vide, mais Avery avait déjà vu ce genre de piège. Des données cachées sous des fichiers factices. Quelques frappes plus tard, des dossiers apparurent à l'écran. Core Memos, Secure Comms, Audio Clips, Predictive Assets, Sear, Directive. Plus il fouillait, plus sa poitrine se serrait. Ce n'étaient pas que des fichiers. C'étaient des aveux, des directives signées par des fonctionnaires de l'État autorisant la surveillance et le profilage d'enfants dès l'âge de 7 ans. Des notes de service suggérant quels codes postaux étaient susceptibles de produire des adolescents problématiques. Des feuilles de calcul cryptées étiquetant des noms, principalement noirs, quelques latinos, à côté de modificateurs de comportement. Provocateurs isolés, peu empathiques, preneurs de risques créatifs. Ce n'était pas de la police prédictive, c'était du contrôle préventif. Un pré-crime institutionnel dissimulé derrière un jargon juridique poli. Et puis, il l'a trouvé. Un enregistrement vocal, grainé mais clair. Un homme parlant avec une désinvolture glaçante. Nous ne voulons pas d'un autre Trayvon. Anticipons-les, surveillons, éliminons. La voix appartenait à un ancien sénateur, autrefois loué pour sa réforme de l'éducation, aujourd'hui conseiller d'entreprise. Avery a dû repasser l'enregistrement 3 fois pour croire ce qu'il entendait. L'homme ne suggérait pas d'intervention. Il exigeait l'éradication avant que ces jeunes ne franchissent le pas. Il n'a pas pu dormir après ça, ni cette nuit-là, ni celle d'après. L'air dans sa chambre était différent, plus lourd, comme s'il savait que quelque chose de terrible avait été découvert. Il pesa le pour et le contre. Il savait que tout publier le ferait remarquer. Même en cryptant ses traces, même en les publiant anonymement, quelqu'un trouverait un fil conducteur. Il fit donc un choix, divulguer juste assez. Assez pour intéresser les journalistes, assez pour ébranler la presse, pour peut-être réveiller quelques personnes influentes. Les dossiers qu'il publia ne mentionnèrent pas directement CR. Il les élagua pour révéler les tactiques prédictives, la manipulation des dossiers des tribunaux pour mineurs, les disparités de peine selon l'origine ethnique. Il y inclut même un document laissant entendre une collusion judiciaire. Puis, il envoya le paquet à un site de dénonciation connu pour sa protection des sources. Il supposa, naïvement, que l'affaire allait exploser en quelques heures, que des fourgons de presse se gareraient devant les palais de justice, que des fonctionnaires seraient traînés aux audiences, contraints de s'expliquer. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Le lendemain matin, les médias mentionnèrent à peine la fuite. Quelques blogs marginaux ont relayé l'affaire. Un journaliste local a tweeté, puis le silence.
la couverture médiatique a été noyée sous les gros titres concernant un scandale People et une vague de chaleur qui a touché toute la ville. Le lendemain, Avery était en vogue, mais pas pour la vérité, pour la trahison. Le gouverneur, accablé par la pression de sa réélection et cherchant désespérément à contrôler le projet, s'est présenté devant les caméras et a qualifié les actions d'Avery de « atteinte à l'intégrité nationale ». Il a utilisé des expressions comme « menace interne »,« mineurs radicalisés » et « cyberterroristes », des termes destinés à susciter la peur. En quelques heures, des experts des chaînes d'information câblées ont diffusé des segments débitant des arguments gouvernementaux, réclamant sa poursuite en tant qu'adulte. Un sénateur a tweeté que le crime d'Avery était un acte de guerre numérique. Et puis, cerise sur le gâteau, une déclaration d'un juge fédéral qui avait autrefois statué sur des affaires de financement de l'éducation, discrètement impliqué dans l'autorisation du CIER, appelant désormais à une responsabilisation immédiate et sans compromis. On frappa à sa porte à 3h17 du matin. Aucun mandat, aucune explication. Juste des lampes de poche, des ordres aboyés et des menottes en acier qui lui mordaient la peau. Sa grand-mère avait crié à travers ses larmes, exigeant des réponses qui ne vinrent jamais. Ils fouillèrent sa chambre, renversèrent des tiroirs, arrachèrent sa tour de sous le bureau. À l'aube, Avery était en cellule de détention. À la tombée de la nuit, il était un criminel aux yeux du monde. Et maintenant, il se tenait devant le tribunal, les mains entravées, regardant la plaidoirie qu'il avait soigneusement préparée être rejetée en plein milieu de sa phrase. Il avait à peine commencé à expliquer l'origine des dossiers, les implications éthiques, les protections juridiques des lanceurs d'alerte que le juge Halperin l'interrompit. Sa voix, condescendante et froide, résonna sur les colonnes de marbre tandis qu'il raillait qu'Avery ne puisse pas faire semblant de comprendre la loi, que c'était un tribunal, pas sa petite équipe de débat universitaire. Avery ne broncha pas, ne protesta pas. Au lieu de cela, il prit une longue inspiration et s'avança calmement, demandant à s'approcher du banc. La salle d'audience se tendit, comme si un fil invisible avait été tendu. Halperin haussa un sourcil, curieux plus que courtois, et lui fit signe d'avancer avec l'indifférence d'un homme certain de sa domination. Les baskets d'Avery chuchotèrent contre le sol ciré, tandis qu'il approchait, puis posa un bloc-notes jaune sur le support en acajou. Il n'hésita pas. Page 5 de la révision du Code pénal de l'État, à partir de 2022, commença-t-il d'un ton neutre. Elle stipule que tout mineur accusé d'une cyberinfraction non violente et disposant de preuves de mauvaise conduite de l'État a droit à une audience de dénonciation en vertu de l'article 13b. Un murmure se répandit dans la salle d'audience comme le vent dans l'herbe sèche. Le juge cligna des yeux une fois, puis une autre fois. Il se tourna vers le procureur, qui se déplaça sur place, le calme se brisant sur son visage. Sa mâchoire se serra, ses yeux se portant sur ses notes, puis sur le greffier. « Comment savez-vous cela ?» demanda finalement Halperin, la voix plus basse mais tendue. Avery soutint son regard, l'air inflexible. « Parce que j'ai lu tous les dossiers mal classés dans le cadre du programme CIER, répondit-il d'une voix ferme, mais avivé par le poids de toutes les décisions injustes qui l'avaient précédé. « Y compris celles que vous avez approuvées. 2 fois. » Le silence qui suivit ne fut pas vain. Il était électrique, chargé de la prise de conscience que quelque chose venait de se fissurer. Un gouffre s'était ouvert, et tous les présents vacillaient au bord. Et puis, c'est arrivé. Le barrage a cédé. Les journalistes dans la galerie se sont précipités. Les spectateurs ont haleté. Certains se sont levés. Les avocats ont murmuré. L'huissier s'est avancé instinctivement, hésitant à intervenir, mais le juge ne dit rien. Son visage était figé, mais derrière ses yeux, la machine s'emballait. Calcul des dégâts, répercussions, dénonciation. Avery se tenait là, immobile, le bloc-notes jaune toujours posé sur le banc comme une arme silencieuse. Il n'avait pas élevé la voix.
Il n'avait ni menacé, ni accusé. Il avait juste dit la vérité, et l'avait fait dans le langage même du système qui tentait de le réduire au silence. La clé USB de Miguel était restée cachée, enfouie dans un coffre-fort à 2 villes de là, son contenu intact. Avery avait soigneusement planifié chaque étape, non pas parce qu'il pensait gagner, mais parce qu'il savait que les règles n'étaient jamais écrites pour des garçons comme lui. Elles étaient écrites sur lui, autour de lui, pour l'effacer. Mais aujourd'hui, il avait inversé la tendance, ne serait-ce que pour une seconde. L'orage approchait, et pour la première fois, les murs de la salle d'audience semblaient le ressentir aussi. Le lendemain matin, tout avait changé. Le juge Halperin, autrefois connu pour ses décisions rapides et son efficacité quasi mécanique au tribunal, était désormais assis dans son cabinet, le regard perdu. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres poussiéreuses, attrapant les volutes de poussière dans l'air immobile. Mais Halperin ne le remarqua pas. Ses mains restèrent immobiles sur le bureau, l'appel du bureau du gouverneur tournant en boucle dans sa tête. La voix était ferme, polie même, mais sous-jacente. Il y avait une tension qu'il n'avait plus entendue depuis ses débuts comme avocat commis d'office sous l'ère Rodney King. Ces mots avaient été prononcés avec le poids de l'urgence politique. Clore le dossier, détruire les transcriptions d'audience, effacer toute trace des archives numériques. C'est pour la stabilité nationale, avait insisté l'assistant. On ne peut pas se permettre ce genre de fuite en pleine campagne électorale. Et pourtant, le calme de la voix ne faisait qu'empirer les choses, comme s'il ne s'agissait que d'un coup d'échec de plus dans une longue et âpre partie. Mais quelque chose en Halperin avait changé. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du garçon, celles d'Avery, prononcées avec un calme et une clarté qui tranchaient sur le brouhaha habituel de la salle d'audience. Elle l'avait habité comme un écho moral, le forçant à affronter non seulement les faits, mais aussi lui-même. Ce soir-là, Halperin retourna à l'enveloppe qu'il avait cachée dans un tiroir fermé à clé 3 semaines plus tôt. Envoyé anonymement, sans adresse de retour. Il se souvenait avoir failli la jeter, pensant que c'était encore du théâtre militant. Mais la curiosité, peut-être la culpabilité, l'avait poussé à la glisser dans sa mallette. Il ne l'avait ouverte que maintenant. La clé USB n'était pas marquée. Elle s'est connectée à son ordinateur avec un bourdonnement inquiétant. Puis le son a commencé. Ce qu'il entendait était plus qu'accablant. C'était radioactif. Des politiciens réunis en table ronde privée, se moquant d'enfants qu'ils qualifiaient de « à haut risque », leur voix trop décontractée, trop à l'aise, tandis qu'ils plaisantaient sur les bracelets électroniques et les cellules pour mineurs. Les procureurs discutaient d'accords de plaidoyer sur un ton plus propice aux négociations commerciales qu'à la justice. Les policiers se vantaient de leur tactique d'intimidation et riaient de qui pourrait briser un enfant le plus rapidement. Et puis sa propre voix se fit entendre, claire, certaine, approuvant un programme pilote qu'il n'avait pas entièrement examiné, SIR, l'algorithme censé identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent criminelles. Il se souvenait avoir signé l'ordonnance TAR un soir. On lui avait dit qu'elle visait à rationaliser les ressources judiciaires. Personne n'avait mentionné qu'elle était alimentée par des données biaisées. Personne ne l'avait prévenu qu'elle rassemblerait des enfants comme Avery et les répartirait dans des destins prédéterminés comme des marchandises défectueuses. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Il arpenta son appartement, repassant l'enregistrement, marquant une pause à chaque fois que sa voix émergeait, reculant devant le détachement froid de son propre ton. Il repensa à ses débuts, lorsqu'il avait prêté serment avec une conviction profonde. Il avait voulu aider. Mais quelque part en chemin, l'efficacité avait remplacé l'empathie. Le système était devenu une machine, et il en était devenu l'un de ses rouages les plus fiables, jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, la salle d'audience vibrait d'impatience. Des manifestants se rassemblèrent à l'extérieur, munis de mégaphones et de pancartes faites main.
scandant des slogans pour la transparence et la justice. À l'intérieur, la tension était palpable. Les journalistes remplissaient la galerie, leurs plumes posées, le regard perçant. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le juge Halperin entra dans la salle, le visage tiré et pâle, sa robe presque trop lourde sur ses épaules. Il ne parla pas tout de suite. Il ne regarda pas Avery. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration, regarda la foule et annonça sa récusation. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Les avocats clignèrent des yeux, confus. Avery resta immobile, la mâchoire serrée, le regard fixe. Halperin n'expliqua pas sa décision. Il ne proposa ni platitude ni excuse. Il sortit simplement par la porte latérale, le pas lent, le poids des années pesant sur son dos comme la gravité qui le rattrapait enfin. Mais il n'en avait pas fini. De retour en ville, le chaos s'installa. L'État se démena. Les notes internes se répandirent comme une traînée de poudre dans les agences. Les pare-feux furent renforcés. Les mots-clés furent supprimés des moteurs de recherche. Les sénateurs tinrent des réunions d'urgence sous couvert de stratégie nationale. L'empreinte du programme CR commença à disparaître des sites web publics, les citations disparaissant des documents politiques comme si elles n'avaient jamais existé. Mais le cas d'Avery ne pouvait pas être effacé si facilement. Halperin partit, l'affaire fut réattribuée au juge Lionel Price, un homme d'à peine 40 ans, mais déjà connu pour ses décisions méticuleuses et sa résilience discrète. Diplômé de Harvard et élevé dans le système d'accueil de Baltimore, Price avait vécu ce que la plupart de ses collègues n'avaient connu que par cœur. Sa nomination fit sourciller. Certains la qualifièrent de calculée, d'autres de courageuse. Mais personne ne pouvait ignorer la nouvelle atmosphère qui régnait dans la salle d'audience. Des gardes armés flanquaient désormais les portes, leur présence constituant un avertissement silencieux. À l'intérieur, la tension flottait dans l'air comme la fumée avant l'orage. Tous les sièges étaient occupés. La galerie, la tribune de presse, et même la salle comble au fond. Les appareils photos étaient interdits, mais chaque visage semblait marqué par la conscience qu'un événement historique était en train de se produire. Dehors, les manifestations s'intensifièrent. Des jeunes brandissaient des pancartes exigeant justice. Des anciens se tenaient à leur côté, silencieux mais présents. « Laissez Avery parler », pouvait-on lire sur les pancartes. « Arrêtez le sire ». Ce nom était désormais devenu un symbole, non seulement de données erronées, mais de tout un système qui avait fait semblant de ne pas voir les enfants qu'il détruisait. Et pourtant, Avery gardait son sang-froid. Il ne broncha pas lorsque les procureurs ajustèrent leur stratégie. Il ne sourcilla pas lorsqu'ils présentèrent de nouvelles preuves tirées de rapports sélectivement expurgés. Mais lorsqu'il se leva le deuxième matin de la reprise du procès, quelque chose changea. La salle d'audience retint son souffle lorsqu'il fouilla dans sa combinaison et en sortit une dernière clé USB. Fine, à peine visible, cousue dans la doublure de son vêtement. Personne n'en avait connaissance, ni les gardes, ni ses avocats, ni même les détectives privés qui surveillèrent l'affaire de loin. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Le silence l'avait fait. « Votre honneur, commença-t-il, calme et inébranlable, avant que vous ne rendiez votre décision, je demande au tribunal d'entendre la pièce D. » Des murmures fusèrent aussitôt. Le juge leva la main pour demander le silence, faisant un signe de tête à l'huissier, qui prit la clé USB avec une hésitation visible et la brancha sur le terminal sécurisé de la salle d'audience. L'écran vacilla, puis s'illumina du logo CR. Mais cette fois, il était recouvert par une série de noms et d'horodatages. L'audio suivit. C'était une réunion stratégique privée. Sénateurs, avocats, analystes. Et un nom se détacha, le sénateur Oakley. Sa voix était claire, donnant des directives, minimiser les retombées, discréditer les lanceurs d'alerte, imputer la faute à une saisie de données erronées. « Ce garçon n'est qu'une étincelle », avait-il dit. « Éteignez-le avant que ça ne dégénère. » Des rires s'ensuivirent,
puis de nouvelles discussions sur la manipulation de l'opinion publique. Les voix étaient calmes, confiantes. Le genre de calme qui n'arrive qu'après des années de pouvoir sans contrôle. Mais la salle d'audience n'était pas calme. Les halètements étaient secs, audibles. Mais le véritable choc vint du coin, près de la sortie latérale, où des observateurs en costume s'étaient tenus silencieusement tout au long du procès. L'un d'eux, un homme en costume gris avec un pins de sénateur au revers, se leva brusquement. Son visage se vida de ses couleurs. Il se retourna et sortit sans un mot. Personne ne l'arrêta. Pas encore. Le juge Price se pencha en avant, l'expression indéchiffrable. Mais ses yeux se plissèrent, fixés sur les noms qui défilèrent sur l'écran. La salle d'audience n'était plus seulement une salle d'audience. C'était autre chose maintenant, une chambre des comptes. Et même si le système derrière Sears s'efforçait encore d'enterrer la vérité, Avery venait de faire pencher la balance. Et il n'en avait pas encore fini. Presque aussitôt la décision rendue, la réaction brutale commença à se déchaîner. En quelques heures, le juge Price fut menacé de suspension. Ses collègues, autrefois respectueux, le traitèrent désormais avec une distance prudente. Ils sentaient le poids de toutes les mains politiques s'abattre sur lui, de toutes les structures de pouvoir s'employer à le détruire. L'avocat commis d'office d'Avery, celui-là même qui avait été chargé de le défendre depuis le début, se retira de l'affaire, invoquant des inquiétudes pour sa sécurité personnelle. Ces mots furent blessants. L'avocat, qui n'avait pratiquement rien fait pour gagner la confiance d'Avery, empruntait désormais la voix du lâche, trop effrayé pour rester impliqué dans une affaire soudain devenue une poudrière juridique et politique. La station de radio qui avait diffusé les enregistrements explosifs, ceux-là même qui avaient propulsé toute cette saga dans la conscience nationale, fut frappée d'une injonction fédérale. En un instant, tout fut aspiré dans le vide obscur de la répression. Et puis, il y eut Avery. Après le jugement, il disparut. Les médias scrutaient chaque recoin de la ville, chaque ruelle sombre où il aurait pu se cacher, mais Avery Brooks avait disparu. Il avait planifié son évasion avec une précision discrète, travaillant en coulisses avec des avocats spécialisés dans les droits civiques et des journalistes du monde entier. 6 mois passèrent, et il demeurait un fantôme, hors de vue, mais pas hors de l'esprit. Avery était devenu quelqu'un d'autre, une figure dont le nom suscitait des rumeurs dans les pièces obscures, qui évoluaient entre les gros titres et les salles d'audience, toujours en avance sur les forces qui tentaient de le réduire au silence. Son travail, cependant, n'avait pas cessé. Avery n'avait jamais fait la une des journaux, ni été sous les feux de la rampe. Il avait déclenché un processus irréversible. Quelques mois après sa disparition, des documents anonymes commencèrent à refaire surface. Il ne s'agissait pas de révélations explosives ni de rumeurs sensationnelles. Il s'agissait de dossiers expurgés, de transcriptions téléphoniques, d'images de surveillance, autant de preuves concrètes reliant le programme Sears à un réseau de hauts fonctionnaires et de membres des forces de l'ordre. Les documents étaient criblés de détails accablants. Langage codé, chiffres cachés et signatures officielles révélant l'ampleur de la corruption au sein du système judiciaire de l'État. Mais ce qui ressortait le plus était la signature constante sur chaque document. La signature d'abbé Avery. Il était désormais clair, plus que jamais, que le jeune homme, considéré comme criminel, était en réalité l'architecte d'un projet bien plus important que quiconque aurait pu l'imaginer. Tandis que d'autres construisaient des systèmes de contrôle, de surveillance, de pouvoir, Avery avait construit quelque chose de complètement différent. Un mécanisme permettant de révéler les failles mêmes du système. Et à chaque document publié, à chaque preuve fournie, il devenait plus intouchable. Il devenait le symbole d'une vérité trop dangereuse pour être ignorée et trop puissante pour être réduite au silence. Dans les salles d'audience, dans les ruelles, dans les réseaux clandestins d'activistes anonymes, Avery Brooks n'était plus un adolescent pris dans un moment de rébellion. Il était une force de la nature,
un modèle pour ceux qui étaient prêts à lutter contre un système qui préférait enterrer la vérité plutôt que de l'affronter. Les documents qu'il avait divulgués à la presse n'étaient pas seulement un recueil de secrets d'État, ils étaient la première salve d'une guerre idéologique. Ils prouvaient que, malgré les innombrables couches de pouvoir, d'argent et d'influence qui cherchaient à les dissimuler, la vérité pouvait encore éclater. Et alors que le monde s'intéressait à l'immense conspiration qu'Avery avait découverte, il était impossible d'ignorer l'ampleur de la corruption qu'il avait révélée. Il ne s'agissait plus seulement de l'affaire Avery ou du programme Sierre, mais de l'ensemble du système, du réseau de contrôle qui avait piégé tant de personnes à leur insu. Dans chaque salle d'audience du pays, dans chaque cabinet d'avocats, dans chaque média, le nom d'Avery Brooks devenait tout autre chose. Un avertissement. L'histoire de l'adolescent qui avait déjoué un système conçu pour l'écraser était désormais un héritage. Un héritage qui inspirerait des générations de militants, de lanceurs d'alerte et de juristes. Avery n'avait pas seulement piraté un système, il avait piraté la structure même du pouvoir qui cherchait à dissimuler la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de la fuite, il s'agissait de comprendre comment le système fonctionnait, comment il utilisait son propre poids contre les plus faibles, et comment d'un seul éclair,